Ok, d'accord. Donc, si les gens sont là, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien chez vous. D'accord, on est la dernière ligne droite, hein. Ah, vraiment. J'espère que chacun a pu s'inscrire dans un district ou bien c'est quoi encore. Oui, oui. D'accord, donc bonne chance à tout un chacun. Merci beaucoup. D'accord, maintenant, bon, je ne sais pas, hein, c'était pour ne pas vous retenir pendant longtemps. Je sais qu'il y a des questions qui sont très simples, il y en a aussi qui sont, bon, je ne sais pas. Si vous voulez que on fasse comme d'habitude, on prend de 1 jusqu'à la fin, on peut aller. Ou bien s'il y a des questions que vous pensez que ça demande une certaine des explications, on peut aller là-bas directement, comme on peut prendre aussi le temps pour le faire comme ce qu'on fait habituellement. Et puis, il n'y a pas de problème pour moi. On peut aller? Oui, oui. D'accord, donc on y va. La première question, c'est celui qui est prêt, celui qui se sent capable de répondre, on peut aller. OK. Dans l'accouchement du sommeil, Oui. le mécanisme obstétrical se caractérise par Mhm. l'engagement dans le grand bassin, Oui. l'engagement, la descente et la rotation et le dégagement, Mhm. la dilatation du col et les contractions utérines. Mhm. Et pour ces réponses, je Oui. choisis la lettre B. La lettre D. Oui, B. Ah, ok, B. L'engagement, la descente et la rotation. Voilà. Donc, effectivement, on a vu que dans la mécanique obstétricale, là, c'est l'engagement, c'est la descente et la rotation et enfin le dégagement. La dilatation du col, les contractions utérines font partie de ce qu'on appelle également les phénomènes physiologiques. Mm. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, on passe à 2. OK. Dans l'accouchement du siège, les risques sont A. Le relèvement des bras. Oui. B. La fracture d'un membre pelvien. Mhm. C. La rétention de la tête derrière. Oui. Et le fait que le dos tourne en arrière. Uh-huh. Moi, je choisis la lettre A, A, B, B, C C. et D. Ok. Je pense que c'est juste. Parce que quand on parle d'accouchement du siège, effectivement, parmi les complications, les risques de l'accouchement du siège, là, ce qu'on craint le plus souvent, c'est effectivement le relèvement des bras. Mm. Si on ne fait pas attention dans les manœuvres, on peut fracturer également un membre. Il y a également la rétention de la tête dernière qui est également souvent très fréquent. Et Oui. on dit que lorsque le dos tourne en arrière, ça équivaut à une condamnation effectivement du fœtus parce que ça va être difficile effectivement pour qu'il puisse sortir parce que le menton pouvant aller s'enclaver en arrière dans la concavité sacrée. Donc ici, tous les 4 réponses là sont effectivement des risques de l'accouchement du siège. Question de PF. S'il y a quelque chose, vous pouvez m'arrêter. Hein. Uh-huh. Une nouvelle utilisatrice. Je vois rien. On y va. Une utilisatrice On de peut PF. agrandir un peu. Bon, comme c'est des questions là, on ne peut pas agrandir. C'est le lien là. À moins Mm. que vous allez zoomer chez vous. OK. D'accord. Ah, Je on peux peut aller. aller.
On y va. Utilisatrice de PF A. Une qui utilise la PF pour la première fois de sa vie. Une nouvelle utilisatrice de PF est A. Une qui utilise PF pour la première fois de sa vie. La connexion est bizarre. En tout cas, on n'arrive pas à l'entendre. Si quelqu'un d'autre peut prendre, on va aller. Une nouvelle utilisatrice de PF est A. Une qui utilise la PF pour la première fois de sa vie. Une qui utilise la méthode pour la première fois. C. De PF pour la première fois. D. Tous les éléments cités. Donc la réponse est A. A. Voilà, donc les nouvelles clientes là, je pense que dans nos services là, il y a une définition qui est affichée. Hein. Donc, la nouvelle utilisatrice là, c'est quelqu'un qui utilise la PF pour la première fois de sa vie. Ok? D'accord. Donc, on peut passer à la question suivante. Il n'y a pas quelqu'un, je vais lire. Allez-y seulement, on va aller rapidement. Pour déclencher un travail, il faut tenir les conditions suivantes. A. La disponibilité d'un bloc opératoire fonctionnel. B. Le bassin doit être parfaitement limite. C. Le score de Biscop doit être supérieur ou égal à 7. D. Jamais le week-end ou jour férié. Je choisis la lettre A et C et D. Et D. Oui. Ok. Donc, ce sont les conditions du déclenchement du travail. Effectivement, on conseille de ne pas faire un déclenchement un jour férié ou un week-end. Souvent, c'est juste la permanence, il n'y a pas beaucoup. Donc, si on a des soucis, on peut effectivement avoir véritablement des problèmes. Voilà. Donc, il y a la nécessité d'avoir un bloc opératoire fonctionnel parce que un échec du déclenchement là indique automatiquement une césarienne. D'accord. Donc, effectivement, c'est effectivement les trois bonnes réponses. Monsieur Ouedraogo. Oui. Mais au niveau, quand on a traité là, les réponses, là, le B là faisait partie quoi. Bon, je non, donc c'est une erreur dans le montage. Sinon, non. Okay. Un bassin limite, on ne fait pas de déclenchement. Ok. Voilà. Donc c'est comme, bon, c'est à la dernière minute aussi, parfois. Les erreurs là, on n'arrive pas à les... Pendant le montage, on peut cocher par eux. Sinon, le B ne fait pas partie. D'accord. 5. Pour les soins prénatals, les dernières recommandations de l'OMS préconisent A. 7 contacts. B. 4 CPN. C. 8 contacts. Et D. Tous les éléments. J'ai choisi la lettre C. La lettre C. Oui, contact. Voilà. Donc, si on parle effectivement des nouvelles recommandations, je pense que les nouvelles recommandations recommandent 8 contacts. Voilà. Donc, là-bas, il n'y a pas trop de débat. Paludisme. La prévention des maladies au cours des soins prénatales concerne le paludisme, et l'anémie, C, ACA et D, la tuberculose.
Moi, je choisis la lettre A, B et D. D là aussi, je ne suis pas trop sûre comme ça. Donc, vous dites A, Oui, B. B, Oui, et D. D. Oui. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre réponse? Moi, j'allais ajouter le C, mais pas le D. Le C. Voilà. Parce que je me suis dit, quand on fait, lors de CPN, quand on fait l'albuminurie et qu'on prend la tension, c'est une manière de prévenir l'hypertension. Est-ce que c'est une prévention? Bon, je ne sais pas. Ah, ce n'est pas une prévention. Prévention, par exemple, si on prend le paludisme, on donne de la sulfadoxine pour prévenir le paludisme. Oui. Mais est-ce que si vous prenez l'HTA, qu'est-ce qu'on donne pour prévenir une hypertension artérielle? Je me suis dit que c'est pour détecter. C'est une manière. Bon, j'ai pensé à ça. Voilà pourquoi j'ai. Non, ça ne fait pas partie de la prévention. Okay, les soins préventifs au cours de la CPN sont connus. Peut-être que si vous recherchez le module, vous regardez, vous allez voir les soins préventifs au cours de la CPN. Okay. Donc, on va lâcher HTA. Anémie. La prévention consiste en quoi? Fer. Voilà, à donner du fer plus de l'acide folique. Et le paludisme également, c'est la sulfadoxine plus pyrimétamine. Voilà, donc voilà les deux soins préventifs. On va voir les soins promotionnels également plus tard. Question 7. La vaccination Allez-y. La vaccination antitétanique de la femme enceinte. A, VAT1 au premier contact. Oui. B, VAT2, un jour après VAT1, non. C, VAT3, 6 mois après VAT2, non. VAT4, 1 an après VAT3, oui. Donc, c'est le A et le D. Le A et le D. D. Oui. Ok. Qui d'autre? Mais est-ce que cela ne fait pas partie? C'est. Ça fait partie. C'est une question? Oui. C'est pour poser une question? Non, ça fait partie. Ah, d'accord. Donc, j'ai coché. Voilà. C'est... Donc, effectivement, le VAT1, c'est dès le premier contact. Le VAT3, c'est 6 mois après le VAT2. Et le VAT4, on le fait 1 an après le VAT3. Ça, c'est le calendrier vaccinal pour effectivement le VAT. D'accord. Les éléments Les éléments de préparation à l'accouchement et aux urgences sont l'identification d'un prestataire qualifié. Ça, c'est vrai. L'identification du mari, non. L'identification du lieu d'accouchement. Oui. Et enfin, l'identification d'un lieu pour enterrer le placenta. Non. Donc, je choisis la lettre A et C. A et C. On est d'accord? Oui. D'accord, on continue. On y va? Les signes de danger pendant la grossesse sont les saignements vaginaux, les contractions de Braxton X, les difficultés respiratoires et les édèmes. Choisis la lettre A. Bon, mais c'est vrai, je ne comprends pas. Braxton X, là, je ne comprends pas du tout ça. Bon. Et donc, A, C, D. Ok. Quelqu'un d'autre? Même avis. Sinon, les contractions de Braxton X sont des contractions que l'on a à la fin de la grossesse. Voilà, il y a des contractions utérines qui ne sont vraiment pas douloureuses du tout. Il y a des contractions qui surviennent et puis qui disparaissent, mais ce n'est vraiment pas douloureux.
Voilà, donc ça ne fait pas partie, ce n'est pas des signes de danger et c'est normal légalement de les avoir. Ok. 10. On y va? Madame, il faut... Ok. Les éléments du diagnostic positif de la détresse respiratoire du nouveau-né. A. Les anomalies de la fréquence ou du rythme respiratoire. Les signes de lutte respiratoire. La cyanose. L'hyper. Choisis la lettre A. Oui. B. B. D. Et c'est plutôt C. C. D ne fait pas. Voilà. Donc, effectivement, quand on décrit la détresse respiratoire, les anomalies concernent effectivement ces 3 éléments. Il y a une anomalie du rythme cardiaque ou du rythme respiratoire ou de la fréquence respiratoire. On a des signes de lutte respiratoire et on a habituellement la cyanose. Est-ce que quelqu'un peut citer les signes de lutte? Les signes de lutte respiratoire, ça peut être quoi et puis quoi? On peut ajouter les battements des ailes du nez. Battement des ailes du nez. Les aimants. Les ailes expiratoires. Voilà, puis le tirage intercostal. Tirage intercostal. Entonnoir gyphoïdien. Balancement thoraco-abdominal. Donc ça fait 5. Et c'est eux qui permettent également de décrire ce qu'on appelle, de faire également le score de Silverman. D'accord, la césarienne. 11. La césarienne est indiquée en cas de A. Utérus cicatriciel. B. Bassin chirurgical. C. Rupture. Et D. Hématome rétroplacentaire. Ici, je choisis tout. A, B, C et D. A, B, C et D. Quelqu'un d'autre? Moi, je n'allais pas mettre le A. J'allais prendre le B. J'allais prendre le B, le C et puis le D. Okay. Non, pas le D même, parce que c'est pas tout HRP. Je suis en train de m'embrouiller. Ok, mais on sait quand même que dans la plupart du temps, le traitement de l'HRP, ça va être la césarienne. Mais en réalité, c'est pour dire utérus cicatriciel, ce n'est pas égal à césarienne. Mais si on a un bassin chirurgical, ça veut dire que c'est le bassin généralement rétréci. Si on a un syndrome de pré-rupture, c'est un non-retour en arrière. Et si on a un HRP, dans la plupart du temps, le traitement là va être une intervention chirurgicale. Sauf si on est en phase, vraiment en phase expulsive en fait. Donc on peut prendre les 3 là sauf le A. Maintenant on vient aux soins promotionnels. S'il vous plaît, monsieur Ouedraogo. Donc, même si on avait mis le placenta prévia pour chirurgical, on peut mettre ça aussi. On peut prendre. Par exemple, à la place de la HRP, si on avait mis placenta prévia. Oui, ça dépend de la consigne, mais on peut prendre. Ok. Merci. « 12. Les soins promotionnels au cours de la grossesse sont A. Utilisation des mildas, oui. Prise de fer. Prise de fer. Bon. Je vais cocher les 4 réponses. A, B, C, D. Promotionnel. Monsieur Ouedraogo, moi j'ai choisi la lettre A. Oui. Et D. D. A, D. Conseil sur la nutrition. Okay. Donc les soins promotionnels. Les soins promotionnels, c'est quoi? C'est différent de préventif.
Préventif, on prévient une maladie. Promotionnel, c'est pour promouvoir la santé, améliorer la santé. Donc, effectivement, l'utilisation des MILDA, c'est la promotion de la santé. Les conseils nutritionnels, c'est la promotion de la santé. Tout de suite, on a vu que lorsqu'on donnait du fer, c'était pour prévenir l'anémie. Lorsqu'on donnait également la SP, c'était pour prévenir le paludisme au cours de la grossesse. Donc, il faut faire la différence entre soins promotionnels et soins préventifs. Si vous prenez le cours de CPN, on a bien identifié, on a bien différencié. Excusez-moi. C'est même utilisation de MILDA là. Oui. C'est pas pour prévenir le paludisme. C'est pour? C'est pour prévenir le paludisme. Et puis les conseils nutritionnels aussi, c'est pour prévenir l'anémie aussi. Mais c'est des soins On peut dire que promotionnels. c'est ça. Ça fait partie de la promotion de la santé. Ok. Parce que ça ne prévient pas Merci. directement. Ah. Ça va empêcher juste la piqûre des moustiques. Les conseils nutritionnels aussi. Ce n'est pas seulement la malnutrition, que ça améliore également la santé. Oui, oui. Voilà, donc c'est pas des soins préventifs, mais c'est des soins promotionnels. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut faire la différence entre ce qui est de la promotion de la santé et ce qui est vraiment préventif. La poche des os. La poche des os a pour rôle A. La protection du fœtus contre les chocs. B. Rôle chimique. C. Lubrifier les voies génitales lors de l'accouchement. D. Tous les éléments. Bon, moi, j'ai choisi la lettre A. Ah, Moi, je vais ajouter le C. ok. C'est bon? Effectivement, dans la plupart du temps, J'ai dit, je vais ajouter le C. oui, j'ai coché. J'ai coché le C. Voilà, la plupart du temps, effectivement, lorsque vous avez une femme qui, en fin de grossesse, on fait une échographie et qu'on dit que le liquide amniotique est fini, Excusez. on contre-indique l'accouchement par voie basse. Donc, ça veut dire que la poche des os a quand même un rôle également dans la lubrification de la filière génitale. Donc, on peut accepter que A, ça protège le fœtus contre les chocs et même bien d'autres choses, mais ça lubrifie également les voies génitales. J'écoute. Quelqu'un parlait, j'écoute. Son réseau n'est pas bien. D'accord, donc on avance. « 14. On peut aller. Non, je voulais revenir au niveau des poches des os là. La poche des os ici, c'est les membranes ou bien c'est le liquide amniotique? Ah, ça c'est à faire. Prenez ce que vous voulez, tous les deux. Et c'est les membranes, c'est de lubrifiant. C'est ça que je voulais savoir. Est-ce que Les membranes, si c'est les membranes qui protègent. mais ici, quand je dis la poche des os, vous comprenez quoi? Moi, je comprends les membranes, les poches là. Si c'est les membranes, on va dire juste les membranes. Ce qu'on appelle poche des os là, c'est les membranes qui contiennent le liquide là qu'on appelle la poche des os. Sinon, le chorion est à part, l'amnios est à part et le liquide amniotique là est à part. Mais la poche des os, quand même, elle est importante également. Quand je dis la poche des os, c'est les membranes et leur contenu là. Ok. J'ai compris. 14. Allons-y rapidement, allons-y. Ok. Ces complications sont celles de l'épisiotomie.
A. Thrombus vaginal. B. Cicatrice disgracieuse. C. Infection du périnée. D. Tous les éléments. Choisis la lettre D. D. Oui. Effectivement, tout ce qu'on a cité là, ça peut être effectivement des complications d'une épisiotomie. On est d'accord? Les indications de la révision utérine. A. Systématiquement au cours de la césarienne. B. Après une délivrance artificielle. C. Systématique après un accouchement sur utérus cicatriciel. D. Tous les éléments. Je choisis la lettre A. B. Et C. Donc, alors, D. Alors, D. Ok. Quelqu'un a une autre réponse? Est-ce que quelqu'un a une autre réponse? D'accord, donc effectivement, c'est ce qu'on dit. Hein. Lorsqu'on fait la césarienne, le placenta, on fait la délivrance artificiellement, on enlève avec la main. Lorsqu'on fait également une délivrance artificielle, on va faire la révision utérine également, forcément, avant de sortir. Et en principe, après un accouchement cicatriciel, on conseille toujours de faire une révision utérine qui a pour but de s'assurer de l'intégrité de l'utérus. Est-ce qu'il n'y a pas eu une déhiscence des cicatrices? C'est vrai que de nos jours, là, bon, elle est discutée, hein, on ne le fait pas systématiquement. Mais si on prend d'anciens documents, on va voir qu'il est systématiquement indiqué. Monsieur Ouedraogo, mais je vois dans d'autres documents aussi, souvent ils ajoutent après une hémorragie avant la sortie du placenta. Je ne sais pas, je voulais avoir... Mais ça, c'est délivrance artificielle, ce n'est pas révision utérine. Si vous dites avant la sortie du placenta, ça, ce n'est pas une révision utérine, puisque le placenta même n'est pas sorti. Oui. Non, mais en fait, après quand il y aura une hémorragie avant la délivrance même, et après la délivrance, systématiquement après la délivrance, on doit faire une révision. C'est ça qui est B là. Ok. C'est bon? Oui. Voilà. 16. Okay. Les soins préventifs au cours des soins prénatals. A. La vaccination antitétanique. B. La prise de sulfadoxine pyrimétamine. C. La prise du fer plus acide folique. D. Le déparasitage au mébendazole. Je choisis la lettre A, B, C et D. Donc A, B, C, D, tout. Oui. Quelqu'un d'autre? C'est bon? Je pense qu'on les avait déjà vus. 17. L'insertion du cordon ombilical en raquette signifie que le cordon s'insère sur les membranes, que le cordon s'insère sur le côté droit, que le cordon s'insère sur le bord du placenta. Aucune bonne réponse. Je dis, mais je ne comprends pas, M. Ouedraogo. Je n'ai pas une idée là-dessus. D'accord. Donc, c'est lorsque le cordon s'insère sur les membranes, on parle d'une insertion en raquette. Voilà. Si le placenta s'insère sur le côté, on parle d'une insertion latérale. S'il est au centre, on parle d'une insertion centrale. Non, c'est pas... Ah non. Oui, en raquette, c'est sur le bord du placenta. Sur les membranes, c'est une insertion vélamenteuse. Une insertion vélamenteuse. Et sur le côté là, sur le bord là, c'est une insertion en raquette.
Voilà, donc si les membranes, c'est filamenteuse, désolé. Sur la correction, c'est la lettre A que vous avez coché. Ah non, donc c'est la même chose que j'ai dit. Souvent, il faut savoir que nous aussi, là, souvent dans la tête, là, c'est bizarre. Je comprends, ok. Donc c'est C, hein, c'est vraiment pas A. Bon. Ok. Voilà, donc les autres là, ils vont regarder la correction, sinon c'est vraiment pas A. Hein. Maintenant, les gens trouvent qu'il n'y a même plus de temps pour regarder la correction. Bon, c'est ça aussi l'autre problème. D'accord, donc on va, c'est la lettre C. On y va? Madame, allez-y. Pour lutter contre Allons-y rapidement. l'hypothermie en salle de Pour lutter contre elle n'a pas une bonne connexion. On entend en salle de naissance, il peut couvrir le bébé dans une couverture. Ok, donc pour lutter contre l'hypothermie en salle de naissance. Tous les éléments. C'est compliqué. Monsieur Vedro, donc je allez-y. Ok, pour lutter contre l'hypothermie en salle de naissance, il faut A. Arrêter les brassées d'air. B. Couvrir le bébé dans une couverture chaude. C. Porter un bonnet au bébé. D. Tous les éléments sont vrais. Tous les éléments sont vrais. D. Ok, effectivement, c'est ce qu'on conseille pour lutter contre l'hypothermie. Voilà un peu ce qu'il faut faire. Arrêter les brasseurs, c'est les ventilateurs. Couvrir le bébé dans une couverture chaude. Lui faire porter un bonnet. Donc, tous les éléments sont vrais. 19. Les réflexes archaïques sont A. Réflexe du babillement. B. Le grasping. C. Le piercing. D. Le moro. A. B. D. Hein? A. B. Et D. D. Ah d'accord, donc il n'y a pas le piercing. Non, non. Et le réflexe de babillement là, c'est quoi? Moi, je propose le B et le C. Moi, je n'ai jamais vu en tout cas. Donc, c'est B, D. Babillement là, il y en a? Je n'ai jamais entendu en tout cas. Je ne sais pas si... Ah, moi aussi, je Oui, n'ai il y jamais en a. entendu.